la question de l'IRPP. Bon, après, très rapidement, on définit c'est quoi l'IRPP et puis on passe. On dit ceci, l'impôt sur les revenus personnels, sur les revenus des personnes physiques, IRPP en cycle, est un impôt direct qui frappe les revenus réalisés par une personne physique au cours d'une année, soit d'une année, soit au cours d'un mois. Bref, au cours d'une période donnée. On parle des revenus. Alors, on dit après que l'IRPP est un prélèvement obligatoire. Voilà pourquoi c'est un impôt. C'est un prélèvement obligatoire. Tout ce qui est prélevé de manière obligatoire, c'est un impôt à la différence d'une redevance. Une redevance, parce qu'une redevance, on la paie en contrepartie d'un service rendu par l'État. Et on peut vouloir utiliser ces services ou ne pas vouloir utiliser ces services. Mais en ce qui concerne l'impôt, non, on est obligé de payer. Puis après, on ne sait pas où va cet argent. On ne peut pas se demander, j'ai donné mon argent, pourquoi on n'a pas fait ça? Non. Parce que cela entre directement dans le trésor public. Et donc, on a dit, l'IRPP est un prélèvement obligatoire opéré par l'État sur l'ensemble des revenus nets réalisés par une personne physique. Qu'il provient d'une activité professionnelle, c'est-à-dire un salarié, des capitaux ou autres sources imposables, dès lors que ces revenus sont identifiables par l'administration fiscale et cette dernière y met la main. Champ d'application, il concerne les revenus des personnes physiques, notamment les revenus professionnels, salaires, hyper, autrefois dénommés, et les impôts sur les bénéfices pour les micro-entreprises, soit pour les petites et moyennes entreprises. Pour les micros, qui CP, c'est 30, tous les 30 avril, c'est ça? C'est le mois d'avril, là. 4e mois, c'est le mois d'avril. Hein? Voilà. Tous les 30 du mois d'avril, les micro-entreprises paient leur impôt sur le bénéfice de manière forfaitaire. On avait temps un forfait pour eux. Et pour les petites et moyennes entreprises, ça a commencé en janvier, le 30 janvier. Les concernés ont payé les 60% de la première quantité. Et les soldes, c'est fait, c'est même 30 avril. Ça signifie les concernés, les IBP pour petites et moyennes entreprises, ils viendront solder. Et les micros viendront payer leur montant arrivé de manière forfaitaire. Et donc, l'IRPP concerne les revenus professionnels, salaires, hyper, impôt sur le bénéfice et profit. Les revenus des capitaux mobiliers, intérêts, dividendes, les revenus fonciers et IRL, ça rentre dans un seul impôt. On va utiliser les slogans qui actuellement fait la rage dans l'administration fiscale. Même l'IRL, ça rentre dans l'IRPP. Les revenus divers selon la législation fiscale applicable. Alors, qui sont imposables? Oh, moi j'ai créé, je ne l'ai pas déclaré, mais comment on veut savoir ici qui sont imposables à l'IRPP. On dit, sont soumis à l'IRPP les travailleurs et salariés, c'est clair, on l'avait maintes fois souligné. Les commerçants individuels, dès lors qu'ils se déclarent comme tels, voire même quand ils ne se déclarent pas comme tels. Quand ils ne revendiquent pas leur qualité de commerçants, ils sont toujours imposables. Les commerçants individuels, les professions libérales, les professions libérales, les cabinets d'avocats, tous ces avocats-là, ils sont assujettis à l'IRPP. Dès lors que l'administration est en mesure de retracer ces revenus-là, on va y appliquer un taux, un pourcentage de l'administration fiscale. Et ici, c'est là où ça concerne beaucoup plus ce qu'on était en train de dire, l'activité informelle, là où nous sommes entrepreneurs. On a mis en place une activité et nous exerçons dans l'informel. On pense qu'on va échapper à l'administration fiscale, et bien non, on se trompe. C'est ce qu'on a dit à notre introduction. Que ce soit dans les formels ou dans les formels, nous demeurons touchés par l'administration fiscale. Ici, on dit les personnes imposables. On cite aussi les exploitants d'activités économiques informelles ou
formel, j'ai mis ça en gras pour ceux qui ont le module en format Word. Alors, on dit les exploitants d'activités économiques pour ceux qui ont une entreprise, autrement dit, non encore immatriculés, eh bien, ils sont sujets ils sont concernés par l'impôt sur les revenus des personnes physiques. L'impôt sur les revenus des personnes physiques. Alors, on dit, ah voilà, on ajoute, hein, dès lors que les revenus sont identifiables, à moins que, bon voilà, il y a une petite brèche qu'on peut nous donner, à moins que vous mettiez en place une activité et que vous soyez en mesure de cacher les revenus, et que vous soyez en mesure de tromper la vigilance de l'administration fiscale à ce qui concerne les revenus de cette activité-là. Ah, là, d'accord, vous allez échapper à l'imposition. Mais dès lors que l'administration est à mesure d'identifier, et donc, votre entreprise là sera touchée par la fiscalité. Parce que vous allez constater avec moi que ça devient difficile, non? Mettre en place une activité économique et échapper à la vigilance de l'administration fiscale, c'est compliqué. Comment vous allez le faire? Une activité économique doit être mise à la vue du public. Si c'est vu du public, le public, c'est aussi l'administration. L'administration, forcément, verra votre activité. Et dès lors que l'administration a la main sur votre activité, il viendra inspecter, va diligenter des missions d'inspection, les ordres des missions pour vérifier comment vous fonctionnez. Et là, vous avez beaucoup plus de problèmes que si vous étiez immatriculé, parce qu'il il suivra même des pénalités et tout. Parce que faire une activité et puis la cacher, ça mieux laisser, parce que pour quelle raison finalement on a mis en place une activité économique. Et donc, que nous soyons dans l'informel ou dans la formalité, nous serons toujours touchés. Alors, quelques principes qui gouvernent euh, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Cet impôt est soumis à certains principes, sinon c'est de l'arbitraire. Ça doit être encadré. Et on dit, le régime juridique et technique de l'IRPP est fondé sur un ensemble de principes directeurs qui assurent la cohérence, qui assure sa cohérence, son équité et sa conformité aux standards internationaux. On venait de préciser que cette réforme a lieu il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, elle est mise en exécution, je crois, depuis février, effectivement mise en exécution depuis février-mars de cette année 2026. Et donc, vous allez comprendre que c'est une réforme. Nous voulons nous adapter aux standards internationaux. Et ces standards-là respectent les principes et la RDC ne va pas aller en dehors de ces principes. Ces principes permettent d'asseoir l'IRPP sur des bases solides, tant sur le plan de la légitimité fiscale que sur celui de la technique de l'imposition. 4 principes caractérisent ainsi son fondement. Nous allons analyser 4 principes. Le principe de la globalité, la progressivité, la territorialité modifiée et l'individualisation. Ce sont ces 4 principes qui gouvernent l'exercice de l'IRPP. Très rapidement, avant de clôturer, pour aujourd'hui, nous épuisons les 4 principes. Aujourd'hui, nous allons épuiser les 4 principes et puis la séance qui vient, nous allons attaquer les traitements d'entreprises selon leur taille, puisque les entreprises sont catégorisées selon leur taille. Chaque taille a un régime spécifique qui est applicable. Et donc, pour mieux faire, nous allons voir cela à la deuxième séance. Pour aujourd'hui, voyons les 4 principes et voilà. Alors, le premier principe, c'est le principe de la
globalité. On dit ici que l'IRPP est soumis et gouverné par le principe de la globalité. Ça signifie que le principe prend en compte tous les revenus. On dit ici, tous les revenus, salaires, fonciers, capitaux, sont agrégés en une seule base. L'objectif, c'est de limiter l'évasion fiscale. Parce qu'avec les anciens concepts, l'administration ne parvenait pas à faire entrer tous les impôts, toutes les catégories possibles. L'ancien système avait des difficultés à retracer d'autres sources, d'autres ressources de l'État. Et c'est comme ça qu'on a essayé d'imaginer un concept capable de faire entrer tout le revenu, que ce soit salarié, revenu des activités formelles. Et donc, toutes ces activités-là, dès lors qu'il y a revenu, l'administration a la possibilité de venir y mettre la main. Voilà. On dit le principe de globalité signifie que l'ensemble des revenus perçus par un contribuable. L'ensemble des revenus perçus par un contribuable. Quelle que soit leur nature ou leur origine, ça devient intéressant. On voit ici que l'État a maintenant envie de faire participer tout le monde aux charges publiques. Donc, toute personne actuellement en RDC participera à la charge publique. Puisqu'on dit là, quelle que soit leur nature ou leur origine, doit être prise en compte pour le calcul de l'IRPP. Contrairement au système cédulaire, cette règle interdit la fragmentation artificielle des revenus en différentes catégories pour bénéficier de régimes spécifiques ou plus avantageux. Elle repose sur une vision unifiée de la capacité contributive, considérant que c'est le revenu total disponible qui reflète la richesse réelle d'un individu. On dit simplement que ça prend en compte la capacité contributive de chaque contribuable. Et donc, chacun contribue selon sa capacité. Ainsi que le revenu soit issu d'une activité salariée, d'une entreprise individuelle, des placements financiers, d'une exploitation agricole ou encore de plus-value des cessions de biens. Ils doivent être agrégés pour constituer le revenu net global imposable. Cette globalité permet de limiter les possibilités d'optimisation ou d'évitement fiscal, l'évasion fiscale concrètement, et assurer une équité entre les contribuables, quelle que soit la structure de leurs revenus. Donc ici, on comprend en grosso modo que le principe de globalité veut faire participer tout Congolais à la dépense publique. Et au-delà de ça, ce principe tient en compte la capacité contributive de chaque contribuable. On tient en compte la capacité. Et donc, des contribuables peuvent avoir une même activité, mais ils ne vont pas contribuer de la même manière. À la seule condition de renseigner simplement, de bien tenir ces documents comptables. Et donc, entrepreneur, vous mettez en place votre entreprise, tenez aussi à obtenir un bon comptable qui sait tenir correctement la comptabilité. C'est là où vous profitez parce que devant l'administration fiscale, vous avez la possibilité de donner les documents comptables et on en tient compte afin que vous puissiez contribuer selon votre capacité contributive. Mais si après on néglige, ben voilà, on va tomber dans l'imposition selon que l'administration décidera. Voilà. Là, c'était le principe de globalité. Deuxièmement, on a dit que l'IRPP respecte aussi le principe de progressivité. La progressivité constitue l'un des fondements de la justice fiscale. Elle repose sur l'idée selon laquelle la charge fiscale doit
augmenter proportionnellement avec la capacité contributive. En pratique, cela se traduit par l'application d'un barème progressif par tranche. Ah, ok. La progressivité. Au fur et à mesure, votre activité, votre entreprise évolue, votre capacité aussi évolue. Vous ne pouvez pas dire que lorsque j'avais commencé mon entreprise, j'ai payé euh, euh, quoi ça, $30 en ce qui concernait l'impôt sur le bénéfice des micro-entreprises. C'est ça qu'ils vont payer, $30. Cette année, ils vont payer $30. Enfin, voilà, vous vous dites que lorsque j'avais commencé, j'étais micro, j'ai payé en 2026 $30. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous me taxez 1% de mon chiffre d'affaires aujourd'hui en 2028? Mais c'est normal. C'est parce que l'IRPP respecte aussi le principe de la progressivité. Ça signifie en 2028, là, l'administration a constaté que votre activité a évolué, votre chiffre d'affaires a augmenté, ce qui a permis à l'administration de catégoriser actuellement votre entreprise comme PTE. Voilà, comme PE, petite entreprise. Et pour les petites entreprises, on sait que les RSIBP, c'est selon qui font des services sur les ventes et qui emploient 1% de 2%, selon